Je m'appelle Yann, je suis fondateur et consultant chez Urban, donc une société de consulting en micro-mobilité urbaine. Aujourd'hui, on va parler de masse. Alors avant de vous présenter mes deux invités, je vais commencer par les questions que normalement on fait à la fin. On va la commencer tout de suite. Est-ce que vous savez ce que c'est que le MaaS, donc Mobility as a Service? Donc vert pour oui et rouge pour non. Ok, rouge. On est plutôt à un tiers, deux tiers. Ceux qui ont levé le carton vert. Bonne réponse. Deux tiers, ok. Ceux qui savent ce que c'est que Mobility as a Service, est-ce que vous pensez que c'est une chimère? Est-ce que vous pensez que ça a un avenir ou pas? Voilà, donc vert pour oui et rouge pour non. Vert si c'est un vrai sujet. Vert si c'est un vrai sujet ou rouge si c'est un buzz. Ok. Plutôt vert, ça marche. J'en profite pour vous inviter à aller laisser sur place un petit carton. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet chaud du moment dans le monde de la mobilité. Donc c'est pas les trottinettes électriques, c'est pas la voiture autonome, c'est le MaaS, donc Mobility as a Service. Pour en parler, j'ai deux invités autour de moi. Alors ceux qui me connaissent, vous savez que Paul Adrien, donc fondateur et CEO de Pony, est aussi mon ancien client. Donc je suis très heureux de te voir aujourd'hui. Et j'accueille Félix Legendre, qui est le nouveau directeur marketing du réseau Irigo à Angers. Donc contrat qui a été remporté récemment par RATP Dev. Et pour ceux qui me connaissent aussi, donc je suis un ancien de Irigo. Donc je suis très heureux d'avoir ces deux invités aujourd'hui. Alors le MaaS, Mobility as a Service, qu'est-ce que c'est? Donc c'est plutôt un concept d'intermodalité et d'interopérabilité qui concentrerait en tout cas tous les moyens de transport à la disposition du public pour aller d'un point A à un point B. Et au-delà de ça, vous rajoutez tous les services, donc les services d'itinéraire, les services d'abonnement, donc qui vous permettent de vous déplacer en ville ou ailleurs d'ailleurs, mais au même endroit. Voilà, ça c'est une vision, mais vous allez le voir, je vais poser la question à mes deux invités, quelles sont leurs visions à eux, parce que étant donné que c'est un concept et qu'on a là aussi, on a une vision publique et une vision privée, on peut avoir deux visions différentes. Félix, pour vous, le MaaS, en quelques mots. Alors, le MaaS, en quelques mots, pour moi, c'est le fait de regrouper sur une seule interface pour le client une grande diversité de modes de transport, une grande diversité de services, du calcul d'itinéraire, des horaires, etc., et du paiement. Le fait de tout regrouper au même endroit avec une diversité de modes de transport. Et pour nous, ça sert un objectif qui est la facilité d'accès aux différents modes de transport qui sont alternatifs à la voiture individuelle. Voilà. En quelques mots, le MaaS pour nous, c'est ça. C'est très clair, merci. Paul Adrien, la vision du MaaS. Ouais, alors je dirais que sur le principe, je rejoins un peu Félix, mais juste pour clarifier un peu, souvent quand les gens parlent de MaaS, je pense qu'on se situe au mauvais niveau d'abstraction. Beaucoup de gens imaginent le MaaS comme une application. Une app sur votre téléphone et c'est tous les services qui sont offerts dans la ville. En fait, ça, moi j'y crois pas une seconde. Ici, il y a une personne en fauteuil roulant, elle n'a pas du tout les mêmes besoins que ici les personnes au premier rang et les lycéens n'ont pas envie d'utiliser la même application que leurs grands-parents, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas envie des mêmes services. Pour moi, le MaaS, c'est un niveau d'abstraction différent, c'est des standards d'interopérabilité. On a de plus en plus d'offres de transport disponibles en ville. Ces services se multiplient. Il est du coup, en théorie, beaucoup plus facile de se déplacer, sauf qu'en pratique pas. Parce que cette information, elle est difficile à aller récupérer. C'est pas facile de savoir exactement qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'idée, ces services, ils sont plus nombreux, mais ils sont aussi plus intelligents. Et le MaaS, c'est de se dire quels sont les standards qu'on met en œuvre pour s'assurer qu'en fait, il est facile de récupérer cette information, de prévoir comment se déplacer et du coup, de chacun trouver la solution qui est plus adaptée à ses besoins. Félix, est-ce qu'on risque pas, si on crée plusieurs applications comme ça, justement, de perdre un petit peu les usagers quand on est un transporteur, on a du bus, on a du tram, on peut avoir du taxi, on peut avoir tout plein de services. Si on commence à multiplier, justement à recréer des silos, vous croyez pas que ça peut perdre un petit peu l'utilisateur final? Alors il y a la question de regrouper les services et la question de les regrouper sur une seule interface digitale.
Sur l'idée de regrouper tous les services pour les rendre plus facilement accessibles, je pense qu'on va être d'accord que c'est l'objectif, pour que ce soit personnalisé, facile d'accès, que le paiement soit rapide, etc. Sur le fait que ça doit être dans une seule interface, il peut y avoir des discussions. C'est sûr que si on multiplie les canaux d'accès aux offres et qu'on a plein d'interfaces différentes, qu'à chaque fois il faut repayer, il faut se réidentifier, réexpliquer ses préférences. Ah ben moi j'ai besoin de tel mode, moi je suis en fauteuil, moi je préfère marcher, moi je préfère le vélo, etc. On n'atteint pas l'objectif. Donc effectivement, oui, plus on multiplie les canaux, plus il y a de risque de perdre les gens en route. Paul-Adrien, à l'inverse, est-ce que ça pose pas un problème de pricing aussi? On sait que par rapport à des offres 100% privées où vous n'avez pas forcément d'aide des autorités organisatrices, et à l'inverse, les autorités organisatrices qui proposent des tarifs adaptés pour les demandeurs d'emploi, pour les étudiants, etc. Et, est-ce que ce serait pas un petit peu fouillis d'avoir des tarifs un petit peu différents partout? Comment vous voyez les choses? Alors ça c'est un énorme sujet. Je pense pareil, il faut être hyper clair sur le truc. L'idée de se dire on va payer un abonnement mensuel qui va donner un accès limité à toutes les offres de transport, ça n'existera jamais. Pour une raison simple, c'est que c'est physiquement, économiquement impossible en fait de fournir un abonnement à quelque chose qui a un coût marginal élevé. C'est le gros problème de tous les opérateurs de transport. C'est si vous faites du taxi, que vous ne pouvez pas faire le prix qui va correspondre à tout le monde. Soit ça va être pas assez cher pour les gens qui s'en servent, ça va être trop cher pour les gens qui s'en servent occasionnellement, et soit ça va être un super deal pour les mecs qui en ont besoin tous les jours, quoi. Et donc en fait l'idée de se dire on va avoir un pricing unique qui donne un accès limité, ça c'est pas possible. En revanche, c'est vrai que le MaaS, c'est ça la chance aussi, la vraie opportunité, c'est de peut-être un peu redéfinir qu'est-ce que c'est la notion de service public, c'est-à-dire en tant que collectivité, l'idée c'est que nos habitants, les usagers des transports puissent se déplacer le plus facilement possible dans de bonnes conditions, voilà. Et aujourd'hui on le fait uniquement sur un des segments du transport disponible, et peut-être avec le MaaS on aura l'opportunité d'aller subventionner d'autres usages, par exemple des services privés de navettes pour les personnes en situation de mobilité réduite, des vélos partagés pour les lycéens, voilà des services qui aujourd'hui sont exclus un peu du système traditionnel de transport public. Félix, on voit du coup que des opérateurs privés peuvent venir en soutien des opérateurs publics pour le dernier kilomètre par exemple, ou des choses comme ça. Qui doit prendre en charge le développement? Est-ce que ce sont des startups qui doivent se jeter sur des applications, développer des applications et les revendre? Est-ce que les services publics qui parfois peuvent avoir énormément de retard en développement numérique, on peut des fois avoir raté sa transition digitale? On sait que dans certaines villes, c'est même déjà compliqué d'acheter un ticket de bus. Alors quand on va commencer de parler de trottinettes, de trottinettes et de VTC, voilà, on sait qu'il y a du retard sur certains territoires. Donc qui doit prendre en charge le développement? Alors en fait, il y a deux questions dans le MaaS. Il y a qu'est-ce que c'est et comment on le fait. Ce qu'on est en train de voir, je crois, c'est que la première question, on commence à y avoir répondu. Et la deuxième question, c'est le comment. Et c'est celle-là qui est beaucoup plus difficile. C'est comment on le fait. Parce que techniquement, c'est très difficile à faire, de regrouper toutes ces données et de les rendre compréhensibles pour tout le monde, pour tous les habitants. Et puis la question de qui paye est super importante aussi. Et à date, le modèle, il est défini nulle part. Il n'y a pas encore de ville où tout fonctionne très bien et où on sait exactement qui doit payer quoi et qui derrière doit développer le service pour coder, etc. Donc ça, c'est pas encore défini. Donc c'est un modèle à créer. J'ai pas encore la réponse clé sur comment le MaaS doit être fait. Ce qui est sûr, c'est qu'en fonction de qui le fait, les objectifs ne sont pas les mêmes. Un Uber qui développe du MaaS, il ne va pas avoir le même objectif qu'une ville qui développe du MaaS et qu'il fait avec un opérateur de transport public. Nous, notre mission d'opérateur de transport public, c'est de créer des services de mobilité qui soient attractifs, qui soient faciles d'accès pour les gens, chaque jour, pour le plus grand nombre d'utilisateurs possible. On n'a pas la même mission que Uber ou Citymapper ou d'autres opérateurs. Paul-Adrien, justement, quelle garantie, effectivement, si Uber demain développe son appli MaaS, ça peut faire peur, l'hégémonie d'une seule start-up dans ces milieux-là peut faire peur. Quelle garantie on peut apporter à une autorité organisatrice de ne pas, par exemple, mettre en avant son propre service au sein d'un service de MaaS? Ça, il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Uber mettra toujours son service en avant et c'est bien normal. S'ils financent eux une infrastructure, ils ont cherché à la vendre. Donc ça, il n'y a pas de débat, ça va se passer et c'est inévitable. Et c'est en ça que le MaaS, c'est avant tout
un standard et des protocoles d'interopérabilité. Uber fait son MaaS très bien. Si des compétiteurs sont pas contents avec le service qu'il fournit ou si la ville pense que ça couvre pas certains besoins bien spécifiques, il faut que ce soit simple pour elles ou pour eux de faire leur propre solution. Et je pense que c'est ça qu'on va voir émerger. C'est oui, il y aura quelques acteurs privés. Moi, je pense que Uber, ils le font déjà, ils essaient. Et je pense que les collectivités ont leur rôle à jouer. D'autres acteurs locaux qui ont une maîtrise plus fine du secteur seront capables de faire une app plus détaillée, plus précise, plus performante à l'échelle locale. Et c'est ça que je vois en fait apparaître. Ouais. Félix, vous partagez cette vision ? Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a une raison qui peut faire qu'à terme, les collectivités prennent le pilotage de ce sujet, c'est que c'est elles qui ont la main sur les infrastructures. Et en fait, comme là on parle d'activités qui sont en réseau et qu'en fait tous les opérateurs ils sont très dépendants des infrastructures. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables ? Est-ce qu'il y a des endroits pour garer des véhicules ? Qui a la priorité dans le trafic pour utiliser l'espace ? Est-ce que c'est une rame de tramway ? Est-ce que c'est un bus ? Est-ce que c'est des utilisateurs individuels ? Quel est l'espacement des pistes cyclables ? Est-ce qu'elles sont faites pour un vélo ? Est-ce qu'elles sont faites pour un vélo plus une trottinette, plus un gyropode, etc. Et en fait, toutes ces questions-là, c'est les collectivités qui ont la clé pour les trancher. Et donc ça peut justifier le fait qu'à terme, les collectivités prennent la main sur le sujet et décident ensuite comment elles répartissent les rôles de chacun, avec l'objectif en tête de servir l'usager. Et est-ce que le MaaS peut aussi aider les collectivités à améliorer leur infrastructure ? Avec les données d'usage, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut être une aide ou améliorer un réseau de transport ? Le MaaS en soi, peut-être pas selon moi, mais l'analyse des données, oui. L'analyse de où vont les gens, d'où ils partent, comment ils s'y rendent. Oui, ça permet d'améliorer les infrastructures. Très bien. Je reviens un petit peu sur l'interaction publique et privée. Est-ce que, là je me tourne vers Paul-Adrien, est-ce que vous ne pensez pas justement que si un opérateur public ou une autorité organisatrice a trop la main sur le projet de MaaS, freine un petit peu l'innovation ? Est-ce que ce n'est pas des choses que vous avez pu déjà vivre ou dans le milieu de la start-up ? Est-ce que ce n'est pas un risque ? Si, alors... pour être transparent, on parle avec beaucoup de villes en France et quasi aucune a vraiment un service de data science performant et même tout court, quoi. Donc en vrai, je pense qu'il faut être très très lucide sur la capacité des villes même à traiter les données. Nous, on fait des rapports dans les villes qu'on opère que je pense personne ne lit, sur quels sont les trajets qui sont faits, d'où les gens partent, où ils vont, quels sont leurs besoins. Donc en vrai, je pense que c'est en cela que vraiment le MaaS il fonctionnera si il est ouvert à une multitude d'initiatives où chacun se dit moi j'ai identifié vraiment ce besoin, c'est le truc qui moi me gratte, que j'ai envie de régler et j'ai les moyens de le faire. Et c'est ça que la ville elle doit chercher à faire, elle doit s'assurer que tout le monde a accès à l'information avec les mêmes standards et les mêmes qualités, et c'est ça qui fait qu'on sera capable de se battre contre le MaaS d'Uber. Si Uber est obligé de partager ses données complètement et qu'il a accès à la même donnée que les autres, après on va chacun se battre sur la qualité de l'interface, la qualité et la finesse de l'information qu'on a en local pour enrichir un peu toute cette information. Et là-dessus, on va être capable de faire un meilleur service. Mais c'est vrai que... voilà. Et je pense que le rôle de la ville, il ne peut pas être celui de se dire je vais être hégémonique et le seul à offrir une application, parce que si c'est ça qui doit se passer, je pense qu'on pourra. Je passe ma carte rouge sur le... Félix, est-ce que ça ne redéfinit pas un petit peu les cartes de relations entre une autorité organisatrice et des opérateurs ? Est-ce que ça ne remet pas en cause le principe même de la délégation de services publics ? Le fait justement d'avoir des interactions comme ça, de dire qui développe, c'est toi, c'est moi, je régule pas, comment ça va se passer ? Sur le statut de la délégation de service public, c'est un trop vaste sujet parce qu'il y a des enjeux juridiques que je ne maîtrise pas forcément derrière. En revanche, je ne serais pas aussi pessimiste ou négatif que Paul-Adrien sur la capacité des villes à s'emparer de ces sujets, parce qu'en fait je pense que dans les villes, toutes les villes ne sont pas strictement équivalentes. Elles n'ont pas toutes le même niveau de maturité sur le sujet, et j'ai déjà échangé avec des villes pour lesquelles il y a une vraie équipe qui travaille sur les données. Elles ont vraiment la main sur les données, et elles ont bien compris qu'en fait, si elles voulaient que l'ensemble des activités des opérateurs servent l'utilité publique, il faut qu'elles se penchent sur ces données et qu'elles prennent vraiment en main le sujet. Et les grandes agglos le font déjà, et je pense que petit à petit, les plus petites agglomérations vont aussi prendre la main sur ces sujets. Donc je pense que le lead, à terme, il reste du côté des décideurs publics, qui ont
l'utilité de l'usager en tête. Et là-dessus, je suis d'accord, et je pense que le lead, il doit être chez le décideur public, mais sous la forme de régulateur. S'assurer que, effectivement, on a les bons standards, qu'on a les bonnes interfaces, et que l'information, elle circule librement, et c'est là le rôle clé du régulateur et des autorités publiques, de vraiment s'assurer que on ne dresse pas des barrières artificielles au développement de ces services multimodaux, quoi. Très bien. Quelle est votre vision à court terme pour l'utilisateur, votre vision à court terme de ce qu'il aura sur son smartphone pour se déplacer? Est-ce que ce sera une appli unique, on a effleuré le sujet tout à l'heure, mais j'ai envie de revenir là-dessus, ou est-ce qu'il y aura une appli par usage? Comment ça va se passer? Est-ce que ce sera Pony intégré avec RATP? Comment vous voyez la chose? Écoutez, pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour dire. Là, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la plupart des expériences qui ont été faites de mélanger plusieurs services, elles fonctionnent mal. Donc, Daimler, ils ont lancé leur service de trottinette Hive. Au début, ils l'avaient mis dans leur application Via, qui est leur application de taxi. Ils l'ont sorti. Ils ont créé une marque dédiée. Ça fonctionnait pas du tout. C'est le cas de Uber. Aux États-Unis, ils ont racheté Jump, qui est leur opérateur de vélo et trottinette, qui sont disponibles dans l'application Uber. Aux États-Unis, 80% des gens passent par l'application dédiée Jump. Donc, en fait, on voit que les gens qui tentent aujourd'hui de mélanger des trucs qui n'ont rien à voir, ça fonctionne mal. Moi, je veux un taxi, je suis pas là pour faire de la trottinette. Je veux faire de la trottinette, en fait, je suis pas là pour louer un taxi, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à faire une interface extrêmement performante si on essaye de mélanger tout et n'importe quoi. Donc là, aujourd'hui, je pense que pour l'instant, on continue à voir ça. Il y a des expériences qui sont des choses qui se mettent en place, comme Citymapper, qui fait un travail fantastique pour essayer de tout mélanger. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à construire les interfaces simples et intuitives qui permettent de faire tout ça dans une seule app, mais aujourd'hui j'ai pas vu encore. Très bien. Félix, est-ce que d'après vous, le MaaS peut aider les usagers à changer de comportement, à sortir de la voiture individuelle, à reprendre les transports en commun pour ceux qui ne les prennent plus? D'après vous, est-ce que ça peut être un nudge quelque part pour aider les gens à se déplacer autrement dans la ville? Alors je pense que oui, mais en fait il y a deux prérequis pour que ça fonctionne. Le premier, c'est que effectivement les différents modes de transport soient accessibles. Je ne sais pas encore si ça doit être via une seule application ou plusieurs applications. Mais en tout cas, il faut que la clé d'accès à une grande diversité de modes soit aussi facile d'accès que la clé de voiture qu'on a tous accrochée à côté de la porte d'entrée, quoi. Il faut qu'il y ait une clé voiture et une clé qui donne accès à tellement de modes qui sont plus faciles d'accès et limite plus agréables d'utilisation en ville que la voiture, pour qu'on ait envie de prendre la clé de droite plutôt que la clé de gauche. Ça, c'est sûr. Et pour ça, il y a une autre condition. Ça, c'est la première partie. Et l'autre condition, c'est que les mètres carrés de circulation en ville, ils soient redistribués au profit d'autres modes. Et ça, c'est politiquement très difficile, parce qu'on parle vraiment d'utilisation de mètres carrés. Il y a des campagnes de communication que j'aime énormément. C'est celles où on voit les avenues, avec la même avenue, avec 3 photos différentes. Vous avez à gauche 30 personnes dans des voitures, donc vous avez une avenue entière remplie de voitures. Et puis après, vous avez à droite une deuxième photo avec la même avenue, et puis 30 personnes dans un bus. Donc déjà là, il y a un bus, et puis tout le reste de l'avenue est vide. Et après, il y a 30 personnes sur des vélos, et donc c'est agréablement dispatché sur l'avenue, c'est très joli, il y a des arbres, etc. Et je pense que ces 3 images, elles sont parlantes pour voir comment on utilise les mètres carrés. Ok, ça, le MaaS, d'après vous, peut aider justement à redistribuer ces mètres carrés? C'est un peu la poule ou l'œuf. Le MaaS, il peut faire que moins de gens prennent leur voiture. Donc, s'il y a plus de gens sur les vélos vont se plaindre en disant on n'a pas assez d'espace pour rouler, donc il va falloir leur donner des mètres carrés. Mais le MaaS ne sera pas incitatif si de toute façon on décide que la ville doit être construite pour la voiture. Très bien. Paul-Adrien, j'ai une dernière question pour vous. Je suis un jeune entrepreneur, je vais monter une start-up. Est-ce que je me lance dans le MaaS? Est-ce que c'est les futures licornes de la mobilité? Alors là, c'est la question à $1 milliard du coup, apparemment. Non, honnêtement, je pense que aujourd'hui les standards ils sont pas là. Moi, par exemple, si je veux afficher les données d'Uber dans l'application Pony, je peux pas. Si je veux mettre les données du bus, je peux pas. Si je veux mettre les taxis d'Angers, je peux pas. Donc en vrai, pourquoi les données du bus c'est pas possible? J'ai pas l'API simple qui permet de le faire. Mais les données, elles sont disponibles. Ouais, en tout cas, il n'y a pas c'est pas standard simple. Aujourd'hui, on n'a pas un standard simple qui dit ok, voilà le format standard de tous les bus, voilà, et hop, j'ai juste à me connecter dessus et tout est là. Donc, il y a beaucoup de friction. Moi, je pense que tout est à construire et que évidemment, on espère tous un jour que on aura des villes sans voiture et que ce type d'applications seront le moyen de base pour se déplacer. Donc, l'opportunité elle est là. Après, à quelle échéance? Faut pas être là trop tôt, quoi.
Il y a un chiffre qui est plutôt encourageant. C'est une étude qui a été publiée par l'ADEME, donc ils sont basés pas loin d'ici. Je suis en juin depuis pas très longtemps, mais je sais que l'ADEME c'est pas loin d'ici. Qui a été publiée par l'ADEME en septembre avec un concurrent de RATP Dev. Donc les concurrents font aussi des choses bien parfois. Ils ont montré qu'en fait les trajets, la part des trajets, le poids des trajets domicile-travail depuis les proches couronnes des villes vers le centre-ville, en fait c'est 40% des trajets. Quand tout le monde se focalise là-dessus en disant en fait le gros des flux c'est des gens qui vont de l'extérieur de la ville vers la ville en voiture, mais en fait c'est pas ça, ça c'est 40% des trajets. Tout le reste des trajets c'est des petits trajets de courte distance dans la ville pour aller faire une démarche administrative, un achat, aller chez le médecin, etc. Et tous ces petits trajets, ils sont aujourd'hui ils sont faits en voiture, parce qu'en fait la voiture elle pèse très lourd aussi sur les petits trajets, moins de 5 km. Et 5 km c'est 10 minutes en trottinette quoi. Donc en fait ça doit nous donner de l'espoir, c'est-à-dire que tous ces petits trajets-là, on peut les faire autrement qu'en voiture et on peut les faire très bien autrement qu'en voiture. Il faut juste y arriver et faciliter le changement. Donc si je synthétise un petit peu, il nous reste 5 secondes. 5 minutes. Ok. On a quand même quelque chose de commun qui se dégage ici, si je comprends bien, c'est que le MaaS permet de casser les silos de données des différents opérateurs, que ce soit des opérateurs privés et publics. C'est-à-dire qu'on met toutes les données dans un gros bouillon, c'est ça, on crée des standards communs. Et on top, on va créer des applis dédiées par usage, c'est ça, pour les petits trajets, pour les transports en commun, pour les personnes à mobilité réduite. C'est un petit peu comme ça que vous deux vous accorderiez sur l'avenir ? Des applis par usage, je sais pas, mais l'utilisation de toutes ces données, oui, ça c'est sûr, c'est le prérequis. Si on a des données qui sont pas claires, qui sont pas qualifiées, qui sont obsolètes, qui sont pas disponibles au moment où on en a besoin, qui sont pas disponibles en assez grand nombre, parce que si 10 000 personnes font une requête pour savoir où se trouve une trottinette au même moment, faut que techniquement les serveurs répondent. Si on n'a pas tout ça, c'est sûr, ça marchera pas. Et c'est surtout les standards, c'est-à-dire que si chaque opérateur essaye de faire son propre standard ou chaque ville essaye de faire son propre standard, ça ne marchera jamais, quoi, parce que du coup le coût de développement et la complexité de la maintenance sera ingérable. Donc c'est exactement en ligne avec Félix. Ouais. Très bien, c'était le mot de la fin. On voit que c'est un sujet qui est encore qui est super chaud, hein. Quand on va sur tous les salons de la mobilité aujourd'hui dans le monde entier, on ne parle que de ça. Mais on est encore un peu au balbutiement. On sent qu'il y a beaucoup de régulation, il y a beaucoup d'interactions publiques-privées à faire. Je vous remercie tous les deux pour votre intervention. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, 2-3 minutes pour des questions. Super. Alors, merci de m'avoir invité, c'est gentil. Alors, est-ce que c'est plus clair ? Vert, rouge. Ah, bravo. Ouais, merci. L'objectif est atteint. Je crois que monsieur, avec le petit renard là-bas, avait une question. Est-ce qu'on peut passer un micro ? Comment ça se passe, Mathieu ? Ouais. Est-ce qu'il y a un micro à chef ? Ah, super. Merci. Je vous remercie. En termes d'interopérabilité, donc je travaille le sujet en ce qui concerne la télémédecine, donc c'est un enjeu important qu'on puisse avoir des solutions informatiques interopérables. Nous avons la chance en France d'avoir l'ETSI qui œuvre sur ce sujet pour tous les standards de télécom. Et on voit que le GSM a aujourd'hui évolue vers le 5G, donc c'est une belle réussite qui est localisée à Sophie Antipolis. Donc je pense qu'on peut le faire également pour le MaaS. Alors ma question était plutôt orientée à l'interopérabilité. Est-ce que vous avez envisagé des projets à l'échelle régionale ou suprarégionale ? J'imagine par exemple des solutions MaaS communicantes pour des trajets Angers-Nantes ou Angers-Bordeaux. Mais ça justement, ça permet d'avoir différents acteurs et traiter la territorialité de la data, c'est un vrai enjeu. Effectivement, Paul Adrien parlait tout à l'heure de créer des standards nationaux, voire internationaux. Effectivement, si on se met d'accord en local sur des standards, ça peut pas marcher. Parce qu'on va avoir des standards de données qui seront propres à chaque ville ou agglomération ou département, etc. Donc effectivement, je pense que Paul Adrien l'a bien dit tout à l'heure et que Félix est d'accord, c'est que voilà, il faut des sets standards pour... ouais. Élément qui peut donner plus de poids à la région, c'est les textes juridiques qui sont votés. Et donc le dernier en date, c'est la loi mobilité qui vient d'être actée et qui donne justement à terme plus de poids aux régions dans l'organisation de la mobilité. Donc je ne sais pas encore comment nous, opérateurs, on va adapter nos services pour tenir compte de ça, mais ce qui est sûr, c'est que le contexte juridique a évolué. Tout à fait, c'est dans ce cadre que nous avons lancé avec Christophe Béchu le 17 octobre
le programme Micheline 2.0, en partenariat probablement avec Nicolas Florian, nouveau maire de Bordeaux. Une dernière question ? On va pas forcément avoir le temps. Je vous invite à continuer par contre les échanges parce que vous retrouverez donc Paul Adrien sur son stand Ponybike.